De footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui accompagné de Karine Lévesque. Salut Karine. Bonjour Jessie, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, avant de démarrer l'épisode, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui écoutent cet épisode, s'il te plaît? Volontiers. Donc, je suis Karine Lévesque, directrice générale de CSL Vifor, qui est un laboratoire pharmaceutique qui appartient à un groupe australien. Donc, moi, je dirige la filiale française. Le laboratoire est spécialisé dans la prise en charge de la carence en fer, de la néphrologie et des maladies rares. Et je suis également, et j'en suis très fière, présidente de Tulip, qui est une association humanitaire qui apporte des médicaments dans les pays en situation difficile. À titre d'exemple, en 2024, on a apporté plus de 160 tonnes de médicaments dans une vingtaine de pays en travaillant en collaboration avec une vingtaine d'ONG. Ah, wow. On a notamment intervenu à Mayotte dans le cadre du désastre climatique. On a également une implication très forte en Ukraine ou encore dans certains pays africains comme le Congo. Super, merci. Et alors, je vais lancer l'épisode avec une question que je pose systématiquement, justement pour lancer. Est-ce que tu avais imaginé une seule seconde faire ce que tu fais aujourd'hui au démarrage de ta carrière professionnelle? Alors là, absolument pas. Déjà, je suis pas quelqu'un qui planifie beaucoup. Ça fait pas partie de mes skills. Okay. J'anticipe beaucoup, je me projette beaucoup, mais sur la carrière professionnelle, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Tu rêvais au moins être dans la santé plus tard, quand tu étais enfant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, le podcast s'appelle Hors Normes, on se dit tout. Oui, avec plaisir. Donc, quand j'étais petite, 5-6 ans, mon vœu, ma première carrière professionnelle idéale, c'était de devenir Mère Teresa. Mère Teresa? Oui. Donc, c'était pas astronaute, c'était pas médecin, c'était pas enseignant. Moi, je voulais être Mère Teresa. Et de fait, jusqu'à mes 14 ans, je voulais être religieuse. Donc, il y a eu quand même toute une partie de ma vie. Et jusqu'à rentrer dans les ordres ou pas du tout? Non, pas du tout. J'habitais en face d'un couvent, donc je passais beaucoup de temps libre chez les religieuses. Donc, de là, cet engouement et puis cet humanisme. Je pense que je suis profondément humaniste, qui me caractérise parce que ça fait partie c'est assez constitutif de mon développement personnel, entre 5 ans et 14 ans, de côtoyer ce domaine religieux. Et tu les côtoyais régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines? Toutes les semaines, je passais tous mes dimanches quand j'avais 5 ans, je traversais la rue et puis j'allais chez les religieuses. Ouais. C'est incroyable. J'habitais dans une ville, donc alors, on l'entend. Oui, voilà. On peut pas le louper. Il est charmant. Tu viens du Canada. Oui, je suis canadienne, je suis québécoise, je viens de Montréal. Ça fait 22 ans que je suis en France. Je suis également française. Je suis très fière d'être française. Vous avez un magnifique pays. J'ai un magnifique pays, disons-le, et soyons-en fiers. Je suis née à Montréal et puis j'habitais dans un quartier assez bétonné. Et de l'autre côté de la rue, il y avait ce couvent magnifique en briques avec une Vierge Marie qui était blanche, mais splendide, avec des beaux rosiers autour. Donc, dans ma vision d'enfant, je trouvais ça tellement beau. Donc, je regardais cette Vierge par le grillage. Et puis, un jour, il y a une religieuse qui m'a invitée à venir dans le jardin. Donc, de fait, j'ai passé la porte. Incroyable. Mais alors, au démarrage, toi, tu fais quel type d'études? Est-ce qu'il y avait quand même déjà une connotation avec la santé? Pas du tout? Oui, tout à fait. J'ai commencé mes études. Le système éducatif au Canada est un peu différent du système français. Le système des grandes écoles n'existe pas. Chez nous, c'est l'université avec différentes spécialisations. Et très rapidement, j'ai été passionnée par la biologie et puis la compréhension du système humain et également par la virologie.
Donc, j'ai fait une double licence qui m'ont amené à faire une maîtrise en microbiologie et une thèse en virologie. Donc, j'ai fait 10 ans de recherche fondamentale sur le VIH. Donc, j'ai très rapidement baigné dans ce domaine de la santé. Ça m'a plu parce que on voit vite les implications qu'on peut avoir pour le patient. Donc, très rapidement, je me suis lancée dans ce sujet de la santé autour du patient. Maintenant, en faisant de la recherche, j'étais pas prédestinée à devenir directeur général d'un laboratoire pharmaceutique, clairement pas. Ça, c'est les 10 premières années de ta carrière, tu fais de la recherche. Oui, tout à fait. Et pourquoi la thématique VIH? On était, si on retourne en arrière, à l'époque où je faisais de la recherche fondamentale sur le VIH, on était à une époque où il n'y avait pas de traitement pour le VIH. On venait de commercialiser l'AZT et le 3TC, donc c'était le tout démarrage des traitements. La maladie n'était pas très bien comprise. Donc, à cette époque, moi, je me souviens, je faisais beaucoup d'actions de vulgarisation auprès de la communauté gay pour leur expliquer comment le virus se propageait, comment le virus se répliquait dans la cellule, quelles étaient les implications pour un petit peu sensibiliser sur ce sujet, puis leur apporter des réponses à leurs questions. Donc, pourquoi le VIH? Parce que c'est en lien avec la santé humaine déjà. Et puis, les virus, c'est particulier. C'est une entité, entre guillemets, morte, mais qui, dès lors qu'elle intègre une cellule humaine, elle peut se multiplier. Donc, c'est un parasite par excellence. Donc, juste les mécanismes de réplication du virus, intellectuellement, c'est quelque chose qui me stimulait au plus haut point. Ah oui, complètement. Mais après ces 10 ans de recherche, du coup, tu vas vers quoi ensuite? Je suis venue en France. Ah, c'est à ce moment-là que tu viens en France. Donc, j'ai rencontré mon mari au Canada, qui prend mari, prend pays. Donc, de fait, je suis venue en France et puis le contexte de la recherche, il est difficile. Donc, au Canada? Non, mais internationalement. En France, de continuer une carrière en recherche, ce n'est pas facile. Donc, en arrivant de l'étranger, en me positionnant en France, je trouvais ça quand même pas nécessairement si évident que ça de me dire que j'allais poursuivre une carrière en recherche. Donc, j'ai voulu faire un MBA avec une spécialisation en économie de la santé à l'ESSEC. Donc, ça a été mon démarrage en France avec pour objectif déjà de rencontrer des gens et puis de comprendre un peu le système de santé français. Ce qui m'a amené à avoir mon premier job en France qui était consultant en économie de la santé où j'ai été amenée à faire des dossiers d'accès au marché pour faire en sorte que les médicaments puissent être remboursés par l'assurance maladie et que les patients puissent recevoir leur traitement. Là, tu le fais pour quelle société à ce moment-là? C'était une entreprise de conseil. Donc, à l'époque, l'entreprise s'appelait Aremis. Ah oui, OK. Ouais. Donc, c'était Claude Le Pen et Annie Chicoy qui avaient cette entreprise. Claude Le Pen, c'est un économiste français qui est malheureusement paix à son âme, mais qui était très reconnu. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans. Et puis ensuite, l'entreprise a été vendue à IMS, donc IQVIA aujourd'hui. Ouais. Et de fait, j'ai eu cette opportunité d'aller travailler chez Abbott, dans la division Abbott Vasculaire, où on me demandait de mettre en place leur département d'accès au marché. Et ça, tu fais ça pendant combien de temps? Pendant 8 ans. Chez Abbott, tu vas rester 8 ans? Oui, okay. J'ai un parcours, je suis assez loyale. Je reste longtemps dans mes entreprises et puis je suis quelqu'un d'assez passionné, j'aime ce que je fais. Et juste un peu en lien aussi avec ce que je viens de dire, c'est que j'ai cette capacité à toujours me réinventer. Donc, passer de la recherche fondamentale à économie de la santé, c'est une première bascule. Ensuite, je suis passée dans le dispositif médical dans une entreprise, c'est une deuxième bascule. Et puis, dans le cadre de ce poste, j'ai toujours cherché à aller plus loin dans ce que je pouvais faire. Et puis, c'était la période aussi où je faisais ma famille. Donc, j'ai eu mes 2 enfants. Donc, j'ai un garçon et une fille qui ont aujourd'hui 17 ans et 14 ans. Okay. Et puis, c'était important pour moi, cet équilibre de vie de famille et de vie professionnelle. C'est vraiment au cœur de mes préoccupations. Donc, pendant ces 8 années, j'étais très heureuse avec ce que je faisais, avec des beaux défis, des beaux enjeux. Et puis, en termes de progression de carrière, c'était difficile d'évoluer au sein de la structure parce que c'était une petite structure quand même. Abbott, c'est un grand groupe, mais chaque unité fonctionne de manière indépendante. C'est-à-dire que le diagnostic, le diabète et les dispositifs médicaux implantables avec Abbott Vasculaire, ce sont des entités différentes. Donc, au sein de ma structure, il n'y avait pas nécessairement d'opportunité d'évolution verticale. Donc, il faut réfléchir dans ce cas-là à des possibilités... Oui, ou à des orientations un peu horizontales. Ouais. Donc, à cette époque, on m'a proposé de prendre la direction régionale des ventes.
Donc, de nouveau, je me suis réinventée. Donc, on est parti sur les ventes. C'est assez rare quand même, quelqu'un qui est dans la recherche et qui un jour devient directrice commerciale. Voilà. C'est quand même pas c'est assez rare quand même. Oui, oui. Et puis, comment dire, dans ce parcours, ce qui est aussi étonnant, et puis c'est en le regardant dans le rétroviseur, hein, c'est que je suis partie d'un profil quand même expert. Quand on fait de la recherche, on devient très, très expert de notre sujet. Mhm. À l'époque, on était 2 experts mondiaux à travailler sur la protéine qui m'intéressait. Donc, wow. je suis partie de l'ultra-expertise à aujourd'hui être dans l'ultra-généralité. Directrice générale, le titre le dit, il y a général dedans. Donc voilà, donc plus j'ai avancé dans mon parcours, plus je me suis diversifiée, mais plus je me suis généralisée aussi au fur et à mesure du temps. Donc j'ai eu cette opportunité de prendre la direction régionale des ventes que j'ai fait en plus de ma casquette de l'accès au marché. Donc j'avais les deux fonctions. D'accord. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai voulu me réinventer une nouvelle fois. Donc, j'ai voulu travailler dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je suis arrivée dans l'industrie pharmaceutique en 2017 chez Vifor en tant que directrice de l'accès au marché. Donc, de nouveau, on me demandait de mettre en place leur département d'accès au marché avec des belles problématiques. Et puis, le cursus s'est poursuivi. Donc, ça fait maintenant, bientôt 8 ans, même 8 ans que je suis dans cette entreprise et ça fait 5 ans que je suis directrice générale. Donc, ce qu'il faut comprendre quand même de mon parcours sur le côté hors norme, c'est que je suis devenue directeur général d'une filiale française d'un groupe international en 3 ans. C'est-à-dire que j'avais aucune expérience de l'industrie pharmaceutique en 2017 et puis en 2020, j'étais directeur général de la filiale. C'est une petite filiale, mais n'empêche que le parcours, il est là. Donc, c'est incroyable, non, c'est incroyable. Là, pour le coup, je remets 3 secondes ma casquette de chasseur de tête. Ouais, c'est fort, c'est assez incroyable. Et en plus, t'arrives en plus, t'es pas d'ici non plus, quoi. Tu as dû t'adapter au pays, au modèle de santé français. Tu es rentré dans le privé, ce qui est pas forcément une évidence pour tout le monde, jusqu'à devenir directrice générale un jour d'une entité. Non, bravo. Le plus complexe, je dirais, c'est le réseau. Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'on se réinvente, il faut se recréer un réseau qui est différent. Le réseau de la recherche, c'est pas le réseau de l'industrie privée, comme tu le soulignes. Le réseau en économie de la santé ou en market access dans le dispositif médical, c'est pas du tout le même réseau que dans l'accès au marché, mais côté pharmaceutique. Et puis ensuite, donc j'ai eu ce poste de direction de l'accès au marché pendant 3 ans, mais très rapidement, mon poste a évolué où on m'a confié la stratégie. Donc en 6 mois, on me demandait de prendre la direction de la stratégie qui comprenait le marketing, le CFEBI et puis Salesforce Effectiveness, donc tout ce qui est commercial, l'excellence commerciale, on va dire ça comme ça pour parler français et puis que tout le monde comprenne ces acronymes un peu barbares. Donc, et en plus de l'accès au marché. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi avant de prendre la direction générale. Donc, quand on passe sur des fonctions marketing, puis en plus, l'industrie pharmaceutique, c'est un petit milieu. Donc, puis le fait de ne pas être française, comme tu le soulignes, ça joue beaucoup parce que notre réseau, on le commence quand même pendant nos études, pour la plupart du temps. Donc, moi, je suis arrivée dans un environnement surtout dans le modèle français, d'ailleurs. Oui, donc je n'ai étudié avec personne, ou presque personne, enfin. Donc, il a vraiment fallu que j'ai cette capacité à aller vers pour rencontrer des gens, m'inspirer, me faire des idées sur ce que je voulais faire, comment je voulais construire ma filiale. Donc, de la stratégie à la direction générale, ben, de nouveau, c'est pas le même réseau. Donc, là, ça a été au moment de devenir directrice générale, de me dire, bon, ben oui, il faut quand même que je connaisse mes pairs. C'est une première étape. Et puis ensuite, au-delà de tes pairs, ben, comment j'interagis avec mon écosystème, comment j'interagis avec l'externe pour me nourrir le plus possible, pour avoir cette vision prospective de comment je veux faire avancer cette filiale en ne restant pas dans mon entreprise propre. Moi, je considère que mon job, c'est d'être à l'extérieur au moins 30% du temps pour aller me nourrir et puis avoir des idées et puis rencontrer des personnes, des bonnes personnes, que ce soit en termes de talent, identification des talents, en termes d'idées, en termes d'actualité, pour toujours être au fait de ce qu'on doit faire. Karine, je rebondis sur ce que tu dis parce que
c'est un peu mon mantra. C'est-à-dire, dès que je rencontre un dirigeant, moi, c'est ce que tu décris là, c'est ce que j'appelle le un pied dedans, un pied dehors. Pour moi, c'est fondamental. Tu ne peux pas performer en interne si tu ne sais a priori pas ce qui véritablement se passe à l'externe. Un pied dedans, un pied dehors. Exactement. C'est vrai que 90% des dirigeants, quels qu'ils soient que je peux rencontrer, ils sont plutôt 90% dedans et 10% à l'extérieur. Et pour comprendre un peu plus l'extérieur, ils vont surtout prendre conseil, etc. C'est intéressant, je ne dis pas le contraire, mais à un moment donné, quoi de mieux que aussi être soi, ne serait-ce que pour être l'ambassadeur de sa propre entreprise, et puis porter une voix, et puis de soi-même, effectivement, porter son propre network parce que j'imagine qu'en travaillant ce network externe, ça aussi, j'imagine, façonne ta vision du marché, de ta société et facilite ta prise de décision peut-être au quotidien. Complètement. Et puis, ça me permet d'être beaucoup plus agile et réactive parce que je rencontre énormément de gens. Je dois avoir 2 petits déjeuners par semaine et puis 2 déjeuners par semaine à peu près avec des nouvelles personnes. Donc, je rencontre peut-être en moyenne 2 à 3 nouvelles personnes par semaine. Que ce soit dans le cadre de Tulip, parce que pour Tulip, j'ai beaucoup d'actions, mais également dans le cadre de ma casquette de dirigeante d'un laboratoire pharmaceutique. Ça, c'est quelque chose que tu as développé de manière organique ou on t'avait conseillé de le faire ou tu te dis non, en fait, c'est une évidence? Oui, c'est un peu une évidence. Fondamentalement, j'aime les gens et puis en plus, je suis très curieuse, donc j'ai besoin de me nourrir des autres. Et puis c'est toujours intéressant d'entendre les parcours des uns et des autres, puis se dire, voilà, comment ça a été constitué. Et puis c'est en discutant, par exemple, avec mes pairs, que je me suis rendu compte que le profil classique d'un directeur général de l'entreprise pharmaceutique, ça commençait par chef de produit, ensuite chef de produit senior, avec les sauts de puce de 2 ans en 2 ans, puis éventuellement, au bout de 10 ans ou 15 ans, on devient directeur général. Donc moi, ça m'a quand même un peu donné panique. C'est vrai? Oui, parce que tu dis, mais attends, mais moi, ça fait à peine 2 ans et demi, 3 ans que j'y suis, et puis là, je suis directeur général. Est-ce que je suis légitime dans ma fonction? Tu t'es posé cette question? Évidemment. Ouais. Moi, de toute façon, le doute, c'est permanent chez moi. Non pas par manque de confiance en soi, mais le doute pour avoir une remise en question juste, pour s'assurer que là où je veux aller, c'est vraiment la bonne direction. Donc, je trouve que cette remise en question... La bonne direction pour ton entreprise, évidemment, mais pour toi. Pour moi aussi, oui, tout à fait. C'est un alignement permanent. Exactement. Ah oui, moi, l'alignement entre mes valeurs et puis mes convictions et puis ma vision stratégique, c'est juste archi important. Donc, cette remise en question de est-ce que je fais bien, est-ce que je suis juste dans ce que je fais, c'est ça, à chaque fois, dans tes différents changements, et à chaque fois, tu as fait des changements qui sont, sur le papier, en tout cas, pas évidents. C'est à chaque fois ta grille d'analyse, de lecture pour prendre une décision. J'y vais pas. Tes valeurs, si c'est aligné avec toi, etc. C'est pas forcément le magnifique nom de l'entreprise ou l'intitulé de poste. C'est d'abord first, toi, tes valeurs, ton projet et ce qui s'aligne avec les valeurs d'entreprise et le projet d'entreprise. Oui, tout à fait. Et puis, pour tout dire, c'est le projet qui va d'abord m'intéresser. Est-ce que la mission qui va m'être confiée dans le cadre du job description qui est donné, ça correspond à ce que j'ai envie de faire? Et puis, de nouveau là-dessus, moi, je suis très très ouverte au sens où je considère que ton job, c'est aussi toi qui le fais. C'est toi qui dois faire évoluer ton job en fonction de l'environnement, d'où ce besoin d'externalité pour aller se nourrir, pour voir comment on fait évoluer notre job. Puis à la fois, c'est aussi une responsabilité, à la fois personnelle pour soi, mais là, en tant que dirigeante, c'est une responsabilité pour l'entreprise, pour les collaborateurs, de se dire comment les collaborateurs doivent évoluer, comment moi, je dois évoluer pour ensuite pouvoir faire évoluer mes collaborateurs. Donc ça, c'est une question qui, pour moi, est juste au cœur de mes préoccupations, de se dire, mon entreprise, elle se doit grandir, mon entreprise doit être apprenante, et comment je fais en sorte que cette entreprise continue d'évoluer avec l'environnement qui est en mouvance. Et puis, c'est un peu paradoxal parce que l'environnement de santé, il est à la fois très stable. Donc, arriver à faire modifier des lois ou un financement, c'est compliqué, c'est long, c'est complexe. Et en même temps, c'est un milieu qui évolue très rapidement. Donc, on est constamment pris entre ces évolutions rapides et ce système qui a du mal à bouger. Donc, on doit constamment être à l'affût. Exactement. Ça paraît presque une évidence simple quand tu expliques tes différents jumps d'un poste à un autre, etc. Mais quand on
connais la profondeur de champ des différents moves que tu as pu faire dans ta carrière. J'imagine que quand même, ça n'a pas dû être aussi simple que ça. À chaque fois, c'était tes prises de poste ont été une évidence simple, ou à chaque fois l'adaptation a été somme toute relative ou un peu fastidieuse c'est une bonne question. Le premier poste en tant que consultant en économie de la santé, c'était juste une évidence. J'avais le sentiment d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je quittais le milieu académique, donc intellectuellement très, très riche, très stimulant, où on cherche à aller plus loin et à faire avancer les connaissances, pour arriver sur une réflexion sur l'accès au marché des produits de santé, médicaments ou dispositifs médicaux, mais avec aussi cette volonté de développer des modèles médico-économiques pour assurer le financement des médicaments. Donc, pour donner un exemple très concret, si on fait vacciner toutes les jeunes filles et les jeunes garçons donc ça c'est la minute prévention, contre le virus du HPV, ça a un coût de vacciner les enfants. Mais maintenant, quels sont les coûts évités à terme? Donc, en tant qu'économiste de la santé, qu'est-ce qu'on fait? On compare la stratégie thérapeutique A avec la stratégie thérapeutique B. Et puis, pour faire tout ça, on doit se documenter, on doit chercher, on doit alimenter. Donc, intellectuellement, ce travail m'intéressait énormément. Et puis, comment faire évoluer notre système de santé, c'est juste absolument passionnant. Aujourd'hui, sur les modèles de financement, il y a des problématiques à l'hôpital, on le sait. Il y a des problématiques sur le financement du médicament, on le sait. Donc, comment on peut faire évoluer ces questions? Pour moi, c'est juste absolument passionnant. Donc, j'avais cette composante à la fois académique, mais aussi cette composante qui se rapprochait du patient. Parce que quand on met des molécules sur le marché, ça nécessite un dossier d'accès au marché. Et ça, c'est moi qui l'ai rédigé à l'époque. Donc, j'étais vraiment très heureuse et très stimulée intellectuellement. Et puis, pour moi, c'est important. Ça a fait une belle passerelle, effectivement, entre le monde de la recherche et exactement. Donc, ce job en tant que tel, c'était pas si difficile que ça. Après, j'arrivais en France, il fallait que je m'adapte à un nouveau pays, à une nouvelle culture. Donc, c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'il y a eu des apprentissages, mais franchement, ça s'est passé quand même relativement simplement. Ensuite, la découverte de l'entreprise. Oui, là, parce que pour le coup, c'était une grande nouveauté. Là. Voilà, donc l'entreprise au sens commercial. Oui, tu étais à la fois expérimenté, tu avais un track record déjà. Oui. Et là, tu arrives presque... pas débutante, c'est pas le mot, mais junior, effectivement, de l'entreprise privée. Ben oui, et puis en plus, quand tu es consultant, tu as des missions, tu es considéré un peu comme un prestataire de service. Moi, j'aime pas ce mot. Pour moi, les entreprises avec lesquelles je travaille en tant que conseil, c'est des partenaires. Il faut qu'on soit main dans la main. Donc, mais souvent, on est considéré comme prestataire. Donc, tu as une mission qui t'est confiée, mais tu n'as pas toute l'histoire qui va avec. Tandis que quand tu intègres l'entreprise, tu t'inscris dans toute la stratégie d'accès au marché dès le démarrage jusqu'à la fin. Donc, j'y ai trouvé un intérêt majeur parce que je suis quelqu'un qui aime pousser les sujets jusqu'au bout et puis d'avoir l'histoire au complète. Donc, pour moi, l'entreprise privée m'apportait ce que je n'avais pas dans le conseil. Donc, au fur et à mesure du temps, je suis allée chercher des choses supplémentaires. Le poste sur... Des choses qui t'ont gêné du public au privé? Non. Non, okay. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, quand j'ai eu ce poste de direction régionale des ventes, j'avais pas nécessairement une expérience de vendeur. Donc là où il y a eu une petite difficulté, ça a été sur l'acceptation des équipes. Parce que tu n'avais pas le background. Oui, on t'a dit, mais attends, t'as jamais fait de vente de ta vie, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que tu as répondu? Comment tu fais là à ce moment-là? Je voyais, moi, je savais ce que j'allais leur apporter, donc j'avais pas de problématique. T'avais pas de doute, ok. Non, moi, j'avais pas de doute parce que quand on discute avec les établissements de santé, avec les médecins, en tant qu'économiste de la santé, la conversation, elle n'est pas nécessairement sur un acte de vente en tant que tel. Donc, moi, j'apportais des éléments qui étaient quand même bien différents en termes de discours et de conversation avec les professionnels de santé que les équipes de vendeurs n'avaient pas. Toi, donc, tu crées un lien, en fait, sur le champ de l'expertise, sur... d'accord. Mais c'est un beau mot, ça, le lien. Je pense qu'un des soft skills qui est vraiment propre, c'est cette capacité à connecter et à faire le lien
Ça, pour moi, je pense que c'est un continu dans tout mon parcours professionnel, que ce soit à l'université ou même sur des projets associatifs. À l'Université de Montréal, j'avais mis en place un projet de sensibilisation aux études universitaires et à la recherche pour les jeunes de milieux défavorisés. J'ai créé le lien. On est allé chercher des financements. J'avais 300 000 $ pour faire fonctionner le projet. J'avais recruté, donc j'avais 20 ans, j'avais recruté 17 personnes pour gérer ce projet. Okay. Et puis, on a accueilli 700 jeunes à l'Université de Montréal, 100 jeunes par semaine pendant 7 semaines. Et ce projet, on l'a commencé sur une année. Je m'en suis occupée pendant 3 ans. Et puis 20 ans plus tard, ce projet existe toujours. Pourquoi? Parce que le lien a été créé, parce que les bases ont été solides. Donc, il faut vraiment, quand je dis sur cette capacité à se projeter, c'est ça, donc de projeter ce projet pour voir comment on peut le construire de manière suffisamment solide pour qu'il soit pérenne. Donc, le lien, il est important. Oui, puis ton parcours tel que tu le racontes m'évoque effectivement à chaque fois. De toute façon, tu as dû aller naviguer dans d'autres environnements avec, comme tu dis, peut-être sans réseau au départ. Il a fallu à chaque fois tout construire, etc. Donc à chaque fois, tu as su appréhender tout un écosystème dans son ensemble. Et ce qui m'amène à dire que tu l'as pas verbalisé comme tel, mais que finalement, c'est presque la preuve incarnée qu'on ne réussit jamais seul. Ça, c'est une évidence. Et puis, il faut savoir s'entourer. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Il y a des fois, je me trompe. Donc, aujourd'hui, si je prends juste mon exemple proche d'entreprise, mon comité de direction, autour de la table, ils sont capables de me dire, oh non, mais là-dessus, on n'est pas d'accord pour telle raison. On devrait faire plutôt comme ça. Puis, on discute. Et j'ai aussi cette capacité à m'entourer de gens avec des profils différents. Des profils qui sont complètement... je dirais, antinomique pour être provocateur du mien. Okay. Parce que justement, Par exemple? Moi, je suis pas quelqu'un d'archi structuré. Le détail, c'est pas ma problématique. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont capables de construire des plans très détaillés sur le comment on va déployer les plans. Moi, j'ai l'idée, je sais où je veux aller. Mais maintenant, la manière qu'on va utiliser pour y arriver, je préfère le déléguer à quelqu'un qui va le faire mieux que moi, qui va réussir à répondre à toutes les questions des collaborateurs. Je sais pas, cette citation de Mike Horn, c'est avancer avec 5% des réponses et puis le 95% du reste va venir en marchant. Je fonctionne un peu comme ça. Souvent, j'ai des idées, je me dis bon, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on avance. Puis, au fur et à mesure du temps, les réponses arrivent à nos questions et puis ça se consolide. Des fois, on se dit bon, on s'est peut-être trompé, on va partir dans l'autre direction, on va revenir, on va corriger. Donc, j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu comme ça. Donc, le sachant, par contre, il faut être quand même parfaitement au clair sur nos points de développement. Je cherche pas à surinvestir de l'énergie sur mes points faibles. Je capitalise plutôt sur mes points forts, donc créer du lien, connecter, avoir des idées, me projeter. Et puis, sur les autres sujets, je m'appuie sur des complémentarités au sein de mon équipe. C'est super intéressant parce qu'en plus, juste avant de lancer l'épisode, on parlait de leadership féminin versus masculin. Du coup, on l'a fait hors micro, hors caméra. Donc là, ça me relance un peu sur le sujet. Tu déclines un peu ton style de leadership. Est-ce que tu dirais qu'il y a un leadership féminin, masculin, pas vraiment? Non, j'aime pas opposer les modèles, très franchement. Donc, masculin, féminin, chacun a ça. En fait, il n'y a pas de leadership particulier. Chacun a son leadership. Si on fait des assessments sur les leadership skills, on peut retrouver les mêmes choses chez une femme que chez un homme. Et puis, ce qui va faire la singularité du leadership, c'est la composition de ces différentes capacités à les exprimer. Donc, naviguer dans des environnements incertains, être capable d'avoir une vision, être capable d'engager les équipes. Voilà, donc ça, c'est des qualités qu'on recherche en général chez les dirigeants, mais chacun ne va pas les actionner de la même façon. Donc, on a aussi nos personnalités, et puis ça, je pense qu'il ne faut pas les nier. Par contre, là où il y a des différences, c'est dans la manière de faire ou d'être pour atteindre des objectifs. Oui, c'est-à-dire? Je ne sais pas comment le formuler précisément, mais
c'est les grands classiques. Hein. Une femme qui va s'énerver, on va dire qu'elle est émotionnelle, tandis qu'un homme qui va s'énerver un peu, on va dire qu'il a du caractère. Donc voilà. Donc ça, tu le vis au quotidien? C'est des choses que j'ai observées, oui, bien sûr, même encore aujourd'hui. Il y a toujours des stéréotypes aussi. Oui. Et puis des fois, on a des biais. Des biais, moi j'en ai un. Il y a un moment où je suis membre du conseil d'administration au LEM et puis il y a la parité homme-femme sur ce conseil d'administration. Donc le LEM pour les auditeurs, oui, c'est le syndicat des industriels des laboratoires pharmaceutiques. Donc de fait, j'avais cette espèce de perception qu'il n'y avait pas de problème de parité, ce qui est quand même fou parce que dans ma propre entreprise, sur l'Europe, on est 3 femmes dirigeantes sur l'ensemble des directeurs généraux. Ah oui. Donc, de fait, dans ma propre entreprise, je ne le voyais pas puisque en France, j'avais cette parité. Et qu'au sein de mon propre comité de direction, j'ai toujours eu... il y a une époque, on était 50-50 et puis aujourd'hui, on est 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, il y a quand même une forte représentativité des femmes. Donc, voilà. Donc, après, c'est la manière que les femmes, on peut avoir de faire passer nos sujets qui sont peut-être différentes de celles des hommes. Il y a une forme d'humilité chez la femme qui est différente. J'ai eu suffisamment d'entretiens avec des candidats hommes et femmes pour voir la différence de manière de se présenter en entretien. Voilà, pour être capable de dire ça. Et puis, les femmes sont peut-être un peu plus timides sur leur demande. Par exemple, une femme qui veut une promotion... très souvent, elle va dire, non, mais moi, je travaille vraiment bien, je fais bien mon travail sur chaque évaluation de fin d'année, j'ai dépassé mes objectifs, donc en fait, la promotion, elle va être pour moi. Mais elle va peut-être pas le verbaliser. Et puis, ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc, on est peut-être un peu dans ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Cendrillon. Un jour, mon prince viendra. Donc, la promotion, elle va arriver toute seule ou l'opportunité va arriver toute seule. En fait, non. J'adore la formule. Et un jour, mon prince viendra. Oui. C'est hyper intéressant. En fait, elle se le raconte à elle, en fait. Mais elle le verbalise pas. Mais bien sûr. J'ai des exemples très concrets de gens que j'ai recrutés qui sont restés dans des entreprises, dans un poste un peu cloisonné pendant des années, alors que ce sont des vrais talents, mais qui ont jamais vraiment osé verbaliser leur envie d'évoluer. Donc, il faut être capable, je pense aussi, en tant que dirigeant, puis même en termes de mentoring féminin, d'identifier ces femmes et puis de les accompagner pour les faire sortir justement de cette incapacité à verbaliser leur envie d'évolution. Donc ça, c'est quelque chose. Tu penses que c'est un paradigme qui peut être modifié, développé? Si chaque femme qui est dirigeante accompagne des jeunes femmes pour les faire évoluer, oui, c'est des choses qui peuvent évoluer. Parce que je te vois, je t'écoute, ça a pas l'air d'être, tu n'as pas l'air d'avoir vécu ça. En tout cas, tu as l'air d'avoir toujours toi osé, pour le coup, parler de rémunération, prendre plus d'argent ou un poste différent. Enfin, tu vois, t'as pas l'air d'avoir été touché par ce que tu racontes. Ben non, donc c'est d'où le biais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... T'as fait comment? Pourquoi? Enfin, tu vois. Ben je sais pas, c'est peut-être à la fois peut-être des différences culturelles ou la question, bon là tu mentionnes la question de l'argent, au Canada c'est pas un tabou, donc on peut en parler très ouvertement, c'est un non-sujet, je veux dire. Donc pour moi d'aborder ces sujets avec les ressources humaines ou mon patron, c'est pas compliqué parce que culturellement on est amené à le faire et voilà. N'empêche que d'évoluer, c'est pas toujours si simple que ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, je vais le dire comme ça, puisque le dirigeant qui était là avant moi a cherché à me faire évoluer et puis m'avait proposé de prendre la relève sur la direction générale au moment où lui il quitterait l'entreprise. Donc, c'est là où j'ai eu cette reconnaissance de ma capacité à faire les choses, mais très spontanément. Je ne serais jamais allée voir l'entreprise pour dire non, mais moi, j'ai envie de devenir directeur général de la filiale. Maintenant, on va travailler sur mon plan de développement. Voilà le plan d'action. La première année, on va faire ça. Non, c'est pas venu de moi. C'est venu... Mon prince est venu. Non, mais c'est ça. Hein. J'ai été reconnue par le dirigeant qui s'est dit, je pense que c'est la bonne personne pour prendre la succession de la filiale. Et en même temps, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que
t'as aussi, tu lui as aussi donné de la matière à ce monsieur. Je m'explique. En t'écoutant, c'est vrai que tu travailles beaucoup sur la vision que tu souhaites incarner, le projet, la direction, le point où tu veux aller en ligne de mire pour embarquer. Et tu as manifestement une capacité évidente à le communiquer, en tout cas le transmettre aussi auprès des équipes, et que finalement ça devient presque rien à voir avec un virus, mais contagieux, contagieux dans l'organisation, et que finalement on a presque envie, même en t'écoutant, envie de te porter en fait. Ben, c'est une force que j'ai, hein, ma capacité à engager les gens, parce que je suis déjà... T'as un leadership très fort en fait. Ouais, mais je suis passionnée par ce que je fais, et puis je pense que je suis assez exemplaire. C'est-à-dire que je ne fais pas que déléguer des activités de manière passionnée. Non, j'embarque avec les équipes. Moi, je dis toujours, on est dans le même bateau. On doit tous aller dans la même direction. C'est juste qu'on n'a pas le même rôle sur le bateau, mais on est dans la même équipe. Donc, on doit tous avancer ensemble. Oui, je partage leurs difficultés, je partage leurs succès. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai cette proximité avec les équipes qui fait que on est un collectif, un vrai collectif soudé, avec cette capacité à se faire confiance. Ouais, tu as dit un mot essentiel pour moi, c'est je suis passionné, et j'ai l'impression, enfin, tu vois, dans mon quotidien, parfois je rencontre des gens effectivement qui m'expliquent pas qu'ils sont passionnés, et je me dis mais comment ils arrivent à essayer, comment ils arrivent à construire une vision, etc. Parce que être passionné, ça veut dire y mettre un peu de soi, ou voire beaucoup de soi, parce que ça donne de l'énergie, de la motivation. Motivation, c'est un driver. Toi, j'ai l'impression que très jeune, tu as très vite compris que tu ne ferais pas de concessions sur tes passions. Non, j'ai besoin d'être nourrie et positive sur ce que je fais au quotidien. Le jour où j'ai pas l'étoile dans les yeux, c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, tu dis ça très facilement, et je trouve ça génial. Mais honnêtement, la plupart des personnes que je peux rencontrer dans mon quotidien, en tant que recruteur, enfin en tant que chasseur de tête, dans mes diverses activités, c'est pas si simple de s'octroyer pour la plupart des gens. Tu vois, en plus en France, c'est souvent, je sais pas si tu l'as constaté, il y a souvent cette dichotomie en entreprise, enfin de dire bon, la passion c'est à côté, c'est en dehors, ou c'est à côté, ou le travail, c'est le travail, il faut une carrière, il faut la next step, le prochain pas. C'est peut-être plus aussi caricatural que ça, mais il y a une espèce de toile de fond. J'ai envie de te challenger un peu, est-ce que je peux? Ah bah, je t'en prie. Aujourd'hui, les collaborateurs sont quand même en quête de sens. Puis le sens, si on est passionné, engagé par ce qu'on fait, c'est si on trouve du sens à notre travail au quotidien. Donc ça, il y a une première chose. Le deuxième élément, c'est que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Notre job, c'est nous qui nous le créons. Donc, quelque part, s'il y a un moment, parce que, bon, là, je suis positive, je suis souriante, tout a l'air d'aller bien, il y a des moments quand même où c'est pas nécessairement toujours haut, mais quand ça commence à aller plus bas, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour retrouver cette motivation? Et puis, pour moi, la motivation, elle doit être intrinsèque. Hein. On parle d'engagement, on parle beaucoup, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour moi? Bon, ça, c'est quelque chose que je répète souvent. J'ai plutôt cette vision très Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'entreprise peut faire pour vous, demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Et puis ça, je trouve que ça amène une super belle balance, parce que tu as une forme d'autonomie, tu as une forme d'initiative qui peut venir du collaborateur pour justement redonner du sens, puisque l'idée de son moteur d'engagement vient de lui et non pas nécessairement de l'entreprise. Évidemment, on a un cadre stratégique, on a des process à respecter. Je suis pas en train de dire qu'on fait n'importe quoi dans l'entreprise, mais c'est la notion de tuteur, c'est-à-dire que tu as un arbre, soit tu lui mets un tuteur comme ça qui est tout à fait collé, donc ton arbre il va pas grandir beaucoup plus, ou soit tu lui mets un tuteur beaucoup plus large, avec un cadre bien défini, mais ton arbre va pouvoir évoluer dans ce cadre-là. Donc, moi, j'ai plutôt cette vision des choses où j'engage les collaborateurs à se responsabiliser sur leur motivation. Mais je partage complètement ta vision des choses. Je partage complètement, et je serai à tes côtés pour la porter un peu partout. Non, mais je trouve ça intéressant, parce que, tu vois, ça fait 15 ans que je fais du headhunting, et
force est de constater que effectivement, souvent, alors plus souvent dans les grands groupes, hein, soyons clairs, c'est aussi la fonction du grand groupe. Enfin, la fonction, je sais pas si c'est, en tout cas, c'est la mission qu'elle s'est donnée. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément, je suis un peu provocateur en disant ça, mais les grands groupes en général c'est peut-être aussi pas forcément dans leur intérêt, mais de provoquer le collaborateur en disant, réfléchis d'abord à ce que tu veux profondément mais peut-être que ce questionnement te fera peut-être partir, mais peut-être un jour revenir chez nous. Mais ça, pour le grand groupe, c'est pas possible. Ouais, je trouve que c'est une question de management aussi. Hein. Moi, quand tu as un collaborateur que tu ne sens pas heureux, il faut quand même avoir le courage de la conversation, qui n'est pas une conversation toujours facile, hein, mais de dire, écoute, je te sens pas bien dans ton poste. Moi, j'ai envie d'avoir des collaborateurs heureux dans mon entreprise. Alors, ça, je me nourris aussi beaucoup de ça, hein, d'énergie positive des collaborateurs. Ouais, justement, ce que tu disais, tu vois, ce que je voulais dire sur le grand groupe, c'est souvent, effectivement, le grand groupe, par son mode de fonctionnement, fait comprendre finalement au collaborateur que c'est le grand groupe qui porte le collaborateur, et donc, de fait, le collaborateur ne comprend pas bien que c'est à lui de se porter et pas forcément à lui de, tu vois ce que je veux dire, de porter le groupe. Et ça, je trouve que c'est un message un peu bizarre qui est envoyé aux collaborateurs depuis des décennies. Tu vois, le collaborateur, il a plutôt des demandes, alors que toi, tu dis l'inverse. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Tu vois, moi, avant d'être headhunter, j'étais footballeur professionnel. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, parce que avant d'être d'accord avec le club dans lequel je jouais, il fallait que je sois d'abord avec moi-même. Sinon, je ne pouvais pas trouver la motivation. On me demandait de la performance au quotidien, etc. Et quand il y a de la haute performance, si tu n'es pas aligné avec toi, si tu n'as pas la motivation, c'est compliqué. Le quotidien devient vraiment trop compliqué à vivre. Et c'est pas quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'étais assez étonné de constater que l'entreprise ne sollicitait pas le collaborateur pour qu'il fasse ce travail. De dire, OK, questionne-toi d'abord et on verra si effectivement on peut partager la même vision, le même projet, les mêmes objectifs pour qu'on avance ensemble main dans la main. Non, au contraire, c'est, t'as des compétences qui m'intéressent, vends-les-moi. Je verrai si ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Viens chez moi. Mais de fait, il y a une posture basse. Le collaborateur est forcément en posture basse par rapport à l'entreprise, alors que dans le sport de haut niveau, c'était plutôt d'égal à égal. J'étais beau être moi le joueur et le club, donc l'entreprise en face. C'était 1 contre 300 ou 1 contre 200, whatever, mais il n'y avait pas ce rapport poids-puissance qui me mettait en posture basse. Non, parce que j'arrivais, moi, en tant qu'individu, presque comme une entreprise, à discuter avec une autre entreprise. Et le collaborateur ne travaille pas son personal branding, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est intéressant dans la mesure où, tu sais, moi, en entretien à l'époque, je me suis jamais positionnée en position basse. Je suis toujours allée dans un entretien dans cette optique d'un dialogue où l'entreprise cherche un collaborateur, moi, je cherche un job, et puis voyons si les deux peuvent fonctionner. Et puis très souvent, cette manière de se positionner d'entreprise qui est de dire, bon, j'ai un collaborateur, je vais voir si ça match avec mon besoin. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je fais des entretiens. Je dis toujours aux collaborateurs, moi aussi, je dois vous convaincre d'avoir envie de venir. Donc, pour moi, c'est un jeu de séduction à deux, les entretiens d'embauche. Puis bon, après, moi, j'ai ma manière de faire les entretiens qui est très personnelle, mais... C'est-à-dire, là, tu m'as traité... là, c'est du teasing. Qu'est-ce que tu fais? En général, je mets le CV de côté et puis bon, votre CV, je l'ai lu. Pas besoin de me le défiler. Si vous êtes devant moi, c'est parce que vous avez les compétences. Donc maintenant, on a 1 heure. Qu'est-ce que vous voulez que je retienne de vous? Qu'est-ce que vous voulez que je sache de vous? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Comment vous et moi, on peut fonctionner ensemble? Puis est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc c'est un entretien très ouvert et qui est plutôt en mode conversation plutôt que... Oui, mais c'est intéressant parce que alors je le fais pas totalement comme ça, mais je le fais aussi comme ça. Mais c'est intéressant parce que tu ne vas pas sur le champ de la compétence. Enfin, j'imagine que le champ de la compétence a été validé. Pour moi, il est validé. Le CV, exactement. Il est là. Quand ça fait 15 ans, 20 ans que tu fais le même job, tu dois être compétent. Franchement, toi, on t'a jamais demandé si tu savais taper sur un ballon. Donc, Exactement.
Exactement. Donc finalement, arriver à un certain niveau d'expertise, ce n'est plus le sujet en fait. C'est est-ce qu'on va être capable de partager les mêmes valeurs, le même projet, Exactement. et de créer de la valeur ensemble. Ouais. Et puis, ce qui est fantastique dans cette approche ouverte, c'est que tu fais émerger des possibles, mais que tu n'as pas envisagé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je sache sur vous? Qu'est-ce que vous voulez que je retienne de vous? Ben, il y en a qui vont commencer l'entretien en te parlant de eux personnellement. Il y en a d'autres qui ont, en fait, pas du tout écouté ce que tu leur as donné comme consigne et qui vont te relater leur CV. Non, mais mais pour moi, ça dit beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai eu des personnes qui... tu me fais rappeler de quelqu'un qui avait commencé l'entretien en me disant je suis issu d'un milieu modeste. Ok, très bien. Okay, tu poses ton cadre, mais c'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce que ça donne un fil conducteur en tout cas, et la personne souvent elle n'a pas conscience qu'elle se raconte de cette manière. Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant. Tout à fait. Hyper intéressant. Et après effectivement, ça donne l'option ou pas, en tout cas, d'aller creuser certains sujets et de voir finalement s'il peut y avoir un lien qui se crée. Puis ça revient à la question du tuteur ou du cadre, c'est-à-dire que plus tu mets ton tuteur large et puis plus tu donnes de possibilités d'écoute et de découverte de l'autre. Ouais, si tu poses des questions tout arrêtées, tu connaîtras pas l'autre de la même façon, tandis que en l'invitant à se révéler, ça vient de lui. Donc soit ça fonctionne pas, et de nouveau dans les deux sens. Qu'est-ce que tu as envie de savoir sur moi? Qu'est-ce que tu attends de ton manager? Comment tu vois la relation entre nous deux au quotidien? De comprendre les attentes des uns et des autres. Bon, après, souvent, c'est assez classique. Hein? Les gens vont te dire qu'ils ont besoin d'autonomie, qu'ils ont besoin de... Bon, etc., etc. Mais la manière de le dire a aussi son importance. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, ouais, quand j'interviewe des dirigeants, c'est plutôt de cette manière-là que je le fais. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Ça ouvre tellement de champs de possibles. Tellement. Et là, au moins, on envoie les bons messages à l'autre. Parce que je trouve que le recrutement un peu tradit, où on fait le CV, le poste, etc., en fait, personne ne se raconte. Et finalement, si les deux parties sont amenées à collaborer ensemble, finalement, elles se découvrent que quelques mois plus tard, en poste, ah bah tiens, j'avais pas vu si... Ah mais tiens, il y a un décalage entre ce qu'on m'a vendu et la réalité. Mais oui, vous ne vous êtes pas raconté. Exactement. Donc c'est une évidence. Ouais. Puis 1 heure, c'est court pour se raconter, mais bien quand sûr. même. Et ça me donne une transition quand même assez géniale sur le besoin d'authenticité. Donc, tout à l'heure, tu parlais des modèles de leadership. Moi, je prône un leadership authentique, je prône un leadership vulnérable. Donc, d'être capable de se dire que tu t'es trompé, d'être capable de dire que tu n'y arrives pas. Moi, en tant que dirigeante d'entreprise, je le fais. Et ça ne me pose mais aucun problème. Je me sens pas moins légitime dans ma fonction. Au contraire, je trouve que ça me donne une puissance puisque ça autorise aussi les collaborateurs à dire, ben là, je n'y arrive pas. Donc, en termes de performance, on va beaucoup plus loin parce que dès que les difficultés sont identifiées, on peut trouver des solutions. Donc, puis sur l'authenticité, ben, ça permet de créer des vrais liens pour avoir des équipes qui sont particulièrement soudées pour avoir une performance qui soit améliorée. Moi, je crois beaucoup à ce concept d'amitié professionnelle. C'est pas d'aller prendre des verres ensemble ou de prendre ses vacances ensemble. Ouais. C'est pas de ça dont on parle, mais c'est cette capacité à être les uns à l'écoute des autres pour pouvoir avoir un collectif plus fort. Je partage. Justement, tu parlais de passion. Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne cette énergie que tu as au quotidien? Plein de sujets. Aujourd'hui, je suis particulièrement investie dans tout ce qui est santé de la femme. Donc, dernièrement, j'ai rencontré énormément de belles personnes avec des beaux projets. Moi, mon énergie, je le disais tout à l'heure, je l'attire aussi de l'énergie des autres. Donc, de voir ces beaux projets en santé de la femme émerger, ces femmes qui sont résilientes, qui sont battantes. Je pense à Marilyn Rolfe qui est avec Femnov, qui développe un outil d'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic de l'endométriose. Donc, c'est des femmes de conviction qui ont pas peur de se lancer sur des sujets
difficiles. Donc, je suis très admirative. Ou une Audrey Bouillet qui, elle, j'ai oublié le nom de son entreprise, mais c'est pas grave, qui a travaillé beaucoup sur le parcours de soins en post-césarienne, puisque la césarienne, c'est quand même une des seules chirurgies qui n'a pas de suivi post-chirurgical. Okay. De la manière classique dont on l'entend. Ah, d'accord. On se fait opérer du genou, on va retourner voir le chirurgien, etc. Tandis qu'une femme qui a eu son bébé, en fait, elle rentre chez elle et puis c'est pas nécessairement suivi de la même façon. Et en plus, si on allie à ça les difficultés aussi de santé mentale, le baby blues ou la dépression postpartum, ça rend les choses quand même très compliquées. Donc, c'est des femmes très courageuses qui osent porter des sujets difficiles humainement, puisque très souvent, c'est des situations qu'elles ont vécues. Donc, ouais, c'est des belles personnes avec des beaux sujets. Moi, j'ai envie de travailler avec ces personnes. Pour voir comment on peut faire plus. L'an dernier, au mois de novembre, il y avait le hackathon Innover autour de la santé de la femme, où il y a eu 300 personnes, de l'innovation, de la collaboration. Mon moteur, c'est beaucoup la collaboration. Dernièrement, CSL Vifor a fait un Iron Lab avec un concours de start-up. On avait 9 start-up qui sont venus nous raconter leur histoire, voir comment on pouvait collaborer ensemble. Dans l'après-midi, il y avait des tables rondes avec des académiques, des professionnels de santé, des associations de patients. C'était vraiment tout l'écosystème réuni pour voir comment, ensemble, on peut faire avancer notre système de santé. L'innovation à tort, souvent, on peut réduire ça à l'innovation thérapeutique au niveau médicament ou au niveau dispositif médical. Moi, j'ai cette forte conviction que l'innovation, c'est, oui, le médicament. Sans médicament, on peut pas traiter la maladie, mais c'est aussi notre capacité à travailler ensemble et puis notre capacité à fédérer les écosystèmes pour faire évoluer le parcours de soins du patient au quotidien pour améliorer sa qualité de vie in fine. Pourquoi ? Parce que tu dis que c'est encore trop siloté, il y a encore trop de monde intelligent, capable de beaucoup de choses qui se parlent pas encore assez ou ça. Je dirais pas comme ça. Un médecin, son job, c'est de soigner les patients. Okay. C'est pas nécessairement de fédérer l'écosystème. Okay. Quand on organise des réunions pluridisciplinaires ou des réunions en région pour essayer de mettre les différents acteurs autour de la table, ça demande quand même du temps, de l'énergie. Donc, en tant que laboratoire pharmaceutique, c'est des choses qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, on a des réunions pour revenir sur la santé de la femme, sur les réseaux d'endométriose. Donc, on travaille avec les professionnels de santé, les associations de patients, les infirmières. On met toutes ces personnes autour de la table pour réfléchir sur comment mieux prendre en charge ces patientes. Nous, on catalyse ça pour faire en sorte que ça soit mieux pour le patient demain en termes de parcours de soins. De la même manière, on a des projets aussi autour de la néphrologie, avec l'amélioration du parcours de soins du patient dialysé, comment améliorer sa qualité de vie. Donc ça, c'est des sujets qui m'animent particulièrement. Donc, comment je trouve ma passion? C'est exactement quelle est la valeur ajoutée que mon laboratoire, CSL Vifor, peut avoir en tant qu'acteur de santé responsable dans notre écosystème de santé. Assez incroyable pour une personne qui voulait devenir religieuse. T'as bien rebouclé. Ouais, je me dis, non, mais en fait, ça m'a... Là, je sais pas, d'un coup, tu me racontais tout ça, et je me dis, mais en fait, elle m'a quand même dit au début qu'elle voulait devenir religieuse. C'est quand même étonnant, quoi. Tout à fait. Comme quoi, les parcours sont évolutifs. Et puis, tu voulais devenir Mère Teresa, peut-être qu'un peu à ta manière, t'es en train d'essayer de faire un peu des miracles à ton niveau, en tout cas de faire évoluer les gens, de faire avancer le parcours d'un patient, etc. Je comprends aussi qu'à ta manière, avec ton interprétation, ton style, tu réalises un peu ton rêve, non ? Ouais, je trouve que la générosité, c'est important. On doit, ça revient au mot collaboration, mais c'est le être ensemble. On dit que le rôle du politique, c'est de créer de l'amitié dans la cité. Donc, pour reprendre ça, je considère que, moi, en tout cas, mon passage sur Terre, il est transitoire, comme celui de tout un chacun. Et puis, si on peut faire en sorte que notre passage soit le plus doux possible et puis qu'on puisse collaborer le mieux possible ensemble pour faire que ce soit plus simple et plus doux là, on parle des patients parce que je suis dans la santé, mais de manière générale, sur une valeur de vie, je trouve ça important. Et alors, après tout ça, est-ce que, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu changerais quelque chose à tout ce parcours ?
Ben, je sais pas, non, en fait. Je suis parfaitement épanouie. Et puis, de nouveau, c'est de ma responsabilité de faire en sorte de continuer à évoluer sur des sujets qui m'animent et qui me passionnent. Donc, il y a pas des choses, tu te dis, tiens, j'aurais peut-être fait différemment, je sais pas. Ouais, allez, pour trouver quelque chose. Non, mais je suis restée quand même 8 ans dans le même poste. Peut-être que j'aurais pu évoluer, mais à cette époque, j'avais pas cette vision d'évolution dans l'entreprise. Tout simplement parce que je viens d'un milieu où ma mère était infirmière, donc c'est pas des postes à évolution. J'étais la première personne à aller à l'université dans ma famille. De ta famille? Ah ouais. Voilà, donc de fait... Ton père, il faisait quoi? Il était gendarme. Donc, de fait, t'as pas d'évolution. T'as pas un modèle familial qui te pousse à dire, ah ben, mon père a eu une promotion. C'est des choses que mes enfants entendent aujourd'hui, mais qui n'étaient pas, à mon époque, entendues. Donc, quand tu viens pas d'un milieu où c'est quelque chose qui... Et t'as des frères ou sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. On est 4. J'ai une sœur et 2 frères. Ma sœur est architecte, mon frère est électricien, et puis mon autre frère, il est kinésithérapeute. D'accord. Au Canada ou il y en a? Au Canada, ouais. Tout le monde est au Canada, et puis c'est moi l'aîné de la fratrie. Ouais. Donc, voilà. Donc, si j'avais à changer quelque chose, c'est peut-être ça, parce que, bon, comme j'avais pas nécessairement pris conscience qu'on pouvait évoluer dans les entreprises pour aller vers d'autres postes, ben, peut-être que j'aurais cherché à évoluer plus rapidement, dans la mesure où je suis quelqu'un de très curieux, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me nourrir. Donc, finalement... C'est marrant parce que t'es passé dans beaucoup d'environnements différents et à chaque fois, tu t'es adapté en créant du lien. C'est un peu le fil conducteur que je retiens de en tout cas ton approche, la manière dont tu fonctionnes. Et finalement, le premier écosystème dont tu t'extrais, avec bienveillance évidemment, c'est ton environnement familial en fait, qui t'a... Comme tu dis, tes parents n'ont pas eu le parcours professionnel que tu peux avoir aujourd'hui. Tu es la première, tu dis, à avoir fait des études. En fait, tu as commencé très tôt à faire ça. Oui, tout à fait. Et puis, je suis une grosse bosseuse. Hein. J'ai eu mon premier travail, j'avais 14 ans. Et puis, j'ai financé mes études. Je travaillais 30 heures par semaine pendant que j'étais à l'université pour financer mes études. Donc, je travaillais dans une boutique de vêtements, je vendais des costumes pour hommes. C'est vrai? Et je travaillais dans une boutique de disques aussi. Voilà. Donc, donc très rapidement, j'ai été amenée à mettre le pied à l'étrier au monde du travail. Bon, ça a ses avantages. Apparemment, je serai en carrière longue en France. Non, mais après on sent aussi que tu as besoin d'être nourri intellectuellement. Ouais. Tu as besoin, enfin, je le sens là, c'est de partager un peu pour ceux qui vont nous regarder et écouter. On sent que tu as beaucoup d'énergie à donner, à transmettre, etc. Et on sent effectivement que tu as besoin au quotidien d'être stimulé intellectuellement et d'embrasser certains combats. Oui, tout à fait. On sent que ça fait partie de ton moteur, ton drive. J'ai l'impression que tu peux pas vivre la ça. Tête, le cœur, le corps. Ça soit aligné. Tu sais quoi? C'est une jolie fin. Je vais conclure là-dessus. Je trouve que c'est parfait. Merci beaucoup, Karine, d'être venue dans cet épisode. Merci beaucoup. Merci, Jess, pour ce moment. C'était un bon moment. Écoute, avec plaisir partagé. Merci beaucoup, merci à tous de m'avoir suivi, pour dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.